Salut à tous et bienvenue dans Desinvox, la nouvelle chronique qui vous parle de politique autrement. Car, en effet, contrairement à quelques idées assez répandues, la politique ne saurait se résumer à un formidable moyen pour une petite poignée d'arrivistes de vivre grassement de la crédulité de leurs électeurs, pas plus qu'à la succession de débats stériles et autres dialogues de sourds qui font chaque jour la joie à des millions de téléspectateurs assidus de la chaîne parlementaire. Non, la politique c'est tout ce qui a trait à la gestion de la cité, ce qui détermine la vie sociale, et en cela elle concerne bien évidemment tout le monde. Pourtant, dans Desinvox, c'est bien l'un des pires aspects de la politique politicienne que nous traiterons en nous penchant sur le phénomène particulier que constitue, ces dernières années, la montée en puissance de l'extrême droite française, et notamment du principal parti qui la structure et la compose, le Front National. Mais dans Desinvox, on ne se contentera pas de parler politique. En effet, loin de nous l'idée de simplement commenter l'actualité, comme on le ferait de la météo ou de la dernière défaite de l'en avant Guingamp, en allant du petit conseil de celui qui croit avoir hanté le beurre à couper le fil, le cul bien calé sur son fauteuil à siroter un Ricard, un peu comme pourrait le faire votre oncle Bruno dans un pas de famille passionnant, ou encore les observateurs avisés du monde d'aujourd'hui sur un plateau de BFM TV. Non, dans Desinvox, on va expliquer, on va argumenter, bref, on va faire de la politique. Mais n'ayez pas d'inquiétude, on fera ça dans la joie et la bonne humeur. Mais n'ayez pas d'inquiétude, on fera ça dans la joie et la bonne humeur. Et on verra avec clarté et précision comment, non content de véhiculer un message moralement douteux, le Front National ment à ses électeurs, défend les intérêts du système qu'il prétend combattre, et vous prend tous pour des cons. Mais bien, hein. Le Front National. 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 Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelque temps on parle beaucoup du Front National. Profitant de la crise économique et du déficit de confiance dont souffrent les partis de gouvernement, le Front National, longtemps mis au banc des médias pour ses positions extrémistes et les déclarations sulfureuses de son leader, tente aujourd'hui de lisser son image et d'apparaître comme un parti respectable, portant seul une opposition crédible et populaire à un système en bout de course. Il est en cela bien aidé par une petite clique d'élitocrates et de journaleux qui n'hésitent pas à lui fournir de larges tribunes pour donner aux masses des sujets croustillants. Et oui, messieurs dames, le fascisme, c'est comme le cul ou la drogue, ça fait vendre. Du coup, alors que son papa chouinait régulièrement du fait de ne jamais être invité par les grands médias, Marine Le Pen peut s'enorgueillir d'être la personnalité politique ayant eu droit au plus de passages télé lors de l'année 2012, soit l'année de la dernière élection présidentielle. C'est assez inquiétant, car cette surreprésentation médiatique, dénuée de tout recul critique, contribue à donner l'image d'un parti dédiabolisé et incontournable, soit exactement l'image que le FN entend donner. Notre but dans Desinvox sera de comprendre ensemble ce qu'est réellement le Front National. Pour cela, nous serons amenés à étudier de près certains aspects de son programme, à analyser ses discours ou à décrypter ses stratégies. Bref, à lui retirer son masque pour l'exposer en plein jour tel qu'il est. Mais dans un premier temps, il nous a semblé utile de revenir sur l'histoire de ce parti, d'en étudier la création, la genèse, les évolutions et les scissions jusqu'aux plus récentes. Ce sera l'objet de l'épisode d'aujourd'hui. Et pour cela, comme tous les médias sérieux, nous allons faire appel à un expert. The story of the National Front is first of all the story of a lie. This one has been transmitted by the Le Pen's family, Johan by some... Yes? Comme en vrai t'es français, est-ce qu'il y aurait moyen que tu nous la fasses en français des fois? Ouais. Cool. L'histoire du Front National, c'est avant tout l'histoire d'un mensonge, celui véhiculé par la famille Le Pen et par quelques journalistes peu consciencieux. Il est temps pour nous de déconstruire une légende traditionnellement consacrée comme vérité. Non, Jean-Marie Le Pen n'est pas le fondateur du Front National. C'est en effet le groupuscule néofasciste Ordre Nouveau, réputé pour la violence de son service d'ordre et qui sera d'ailleurs dissous par décret gouvernemental en 1973, qui crée le Front National en 1972 dans la perspective des élections législatives suivantes. Pour Ordre Nouveau, il s'agit de s'offrir une vitrine un peu plus clean, éloignée des clichés habituels, des nostalgiques de l'occupation allemande et des gros bourrins à batte de baseball. Le Front National aura aussi pour objet de fédérer toutes les familles de l'extrême droite française, des intégristes catholiques aux fanatiques du populiste Pierre Poujade, en passant par les fous furieux de l'Algérie française et jusqu'aux anciens nazis. Les nazis, je hais ces gens-là. D'ailleurs, des anciens nazis, on en compte un paquet parmi les membres fondateurs du Front National. On pourrait comme ça parler de Pierre Bousquier, ancien caporal de la division Waffen-SS Charlemagne, une compagnie de SS français volontaires combattant sur le front russe. On pourrait aussi évoquer le nom de Léon Gauthier, ancien chroniqueur à Radio Vichy, fondateur de la milice, une organisation qui suppléait les SS et la Gestapo dans la traque des résistants et des juifs. Il a aussi, à la fin de la guerre, servi dans la Waffen-SS, et à la libération, il sera frappé d'indignité nationale. François Brignot, lui aussi, a servi dans la milice. À la fin de la guerre, il sera également condamné, lui pour collaboration avec l'ennemi. Enfin, on pourrait parler d'André Dufraisse, ancien membre du PPF, une organisation collaborationniste, ancien membre de la LVF, la Légion des volontaires français, qui combattait sur le front russe. Jean-Marie Le Pen l'appelait d'ailleurs affectueusement Tonton Panzer. Oh, c'est mignon! Du coup, quand Marine Le Pen dit
Vos origines historiques, c'est bien l'extrême droite. Vous en on- convenez? mais absolument pas, monsieur Apathy, absolument pas. On peut franchement douter de son honnêteté. Le FN se situe alors dans la longue tradition de l'extrême droite néofasciste. Le jeune parti s'inspire alors du MSI, une organisation italienne fondée par les lieutenants de Mussolini en 1946. Il ira même jusqu'à leur pomper leur logo. Faut avouer, c'est ressemblant. C'est seulement à ce moment-là qu'apparaît Jean-Marie Le Pen, ancien député poujadiste, ancien combattant en Algérie, qui fut aussi dans les années 60 le directeur de la campagne du candidat d'extrême droite à la présidentielle, Tixier-Vignacourt. Jean-Marie Le Pen, 42 ans, vit alors retiré de la politique. Dans les années 60, il se recyclera dans l'édition de disques, et c'est ainsi qu'il permettra à la population française de se familiariser avec les vagues successives de musique rock déferlant d'outre-Atlantique ou du Royaume-Uni. Sa maison d'édition, la Serpe, sera notamment la première à éditer en France des artistes comme les Beatles, les Yardbirds, David Bowie, ou un petit peu plus tard, en pleine révolution hippie, Jefferson Airplane ou encore Grateful Dead. Ah, on me fait signe que non. Du coup, je peux la refaire cette scène. Jean-Marie Le Pen, 42 ans, vit alors retiré de la politique. Dans les années 60, il se recyclera dans l'édition de disques, et sa maison d'édition, la Serpe, fera notamment parler d'elle pour avoir édité ça, ou ça. C'est ainsi que Jean-Marie Le Pen va être appelé par Ordre Nouveau pour prendre la tête du Front National naissant. Il n'est pas trop vieux, il est assez charismatique, il est en partie oublié, c'est la vitrine idéale. Sauf que Le Pen n'a pas dans l'idée de rester à jamais une marionnette. Il va entreprendre de conquérir la majorité des postes au bureau politique du Front National, va provoquer une scission avec ses anciens amis d'Ordre Nouveau et peu à peu devenir le chef du parti. Le parti qui a pas mal de problèmes financiers à ce moment-là. Mais pour cela, Le Pen a une solution. Il a un vieil ami, Hubert Lambert, qui est très riche, qui est très malade, très dépressif, et qui a une particularité, celle de changer de testament, en même temps que de meilleur ami, c'est-à-dire assez régulièrement. Jean-Marie Le Pen va s'arranger pour être le dernier meilleur ami d'Hubert Lambert, et empocher à la mort de ce dernier un joli pactole. C'est ainsi qu'à la fin des années 70, Jean-Marie Le Pen est très riche, il est le chef incontesté du parti et possède même un château dans une banlieue chic de Paris. De quoi envisager l'avenir avec sérénité. C'est donc à partir des années 80 que le FN va commencer à percer et à connaître une progression constante en termes de scores électoraux. Le Pen a alors pour modèle des personnalités politiques comme Ronald Reagan ou Margaret Thatcher, et propose un programme s'éloignant des aspects sociaux du fascisme pour prôner, d'un point de vue économique, l'ultralibéralisme. On ne s'étendra pas maintenant sur le programme du Front National, ce sera l'objet de prochains épisodes, mais en gros, à l'époque, l'idée c'était les étrangers, on n'en veut pas, l'État et les services publics, ça sert à rien, les impôts, c'est de la merde, le droit du travail et la sécurité sociale, c'est pour les tapettes. Heureusement, les années 80 verront également une résistance s'organiser, et nous verrons fleurir nombre d'associations reprenant le flambeau de la lutte contre le fascisme et la xénophobie. Ah bah, c'est cool. Bah, pas vraiment en fait, parce que leur discours est souvent moralisateur et culpabilisant, parfois maladroit, et toujours très naïf. Ouais, nous, tu vois, on a décidé de se mobiliser contre le racisme, parce que du coup, un raciste, c'est quoi? C'est quelqu'un qui dit qu'il y a des blancs, il y a des noirs, et à cause de ça, du coup, les gens, ils seraient pas égaux, alors que c'est trop pas vrai, quoi. Du coup, être un raciste, c'est être un intolérant. Tu vois, les nazis, c'était des intolérants aussi, et du coup, les nazis, c'est des racistes, et les racistes, c'est des nazis. C'est pour ça que quand le Front National a commencé à monter, du coup on a tout de suite monté notre assos qui s'appelle Alerte aux racistes. On a fait des pétitions qui ont super bien marché, c'était cool. On a fait des badges aussi pour que les gens en fait ils les portent dans la rue, les gens qui sont pas racistes. Et comme ça les racistes ils voient les badges et en fait du coup les gens qui sont racistes ils disent que c'est pas cool d'être raciste. Du coup le badge il est en forme de pied parce qu'on s'est dit qu'il fallait mettre les pieds dans le plat et du coup sur le badge c'est écrit touche pas à mon noir parce que les noirs c'est difficile pour eux et que du coup c'est bien qu'on les aide et c'est comme ça du coup qu'on a fait reculer le racisme dans le pays et Le Pen devait être mais trop dégoûté quoi. Bien sûr, nous parlons là d'une résistance institutionnelle. D'autres groupes vont également apparaître, portant le combat contre le fascisme sur un terrain plus concret, de manière beaucoup plus radicale. Des groupes nettement plus sérieux, dont nous serions bien mal avisés de nous moquer ici même. Ouais non, tu vois, la montée du Front National, c'était pas juste au niveau électoral, quoi. Du jour au lendemain, on a vu apparaître dans les rues de Paname des hordes de skinheads qui voulaient faire la loi. Alors du coup, bah, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse comme nos grands-parents quand ils se sont battus contre les nazis, là. Ça s'appelait comment déjà ? La résistance ? Ouais, la résistance, ouais, c'est ça.
Et on s'est dit que sinon ça allait recommencer comme avec Hitler, tout ça, quoi. Et du coup, on a décidé de se regrouper, de s'organiser, de s'armer, et puis d'aller faire un peu le ménage. Et vous, vous êtes déjà battu concrètement contre des néo-nazis ? Ouais, plein de fois, attends. Je me souviens une fois, ça devait être début des années 90, un truc comme ça. Je me retrouve face à un putain de skinhead, quoi. Un mec super grand, ultra baraque, des cicatrices partout, un bandeau sur l'œil. Il s'est pointé vers moi, il s'est mis à me sauter dessus en criant, en filant des uppercuts, comme ça. Alors moi, j'ai paré ses coups, quoi. Et puis là, j'ai enchaîné une série de coups de pied rotatifs. Je l'ai mis KO, mais franchement, c'était tendu, quoi. Et c'était dans la cour de la Sorbonne, je crois. Il venait de refaire la déco avec des statues indonésiennes géantes. Et après ça, le mec, il y a son chef qui est arrivé, quoi. Une espèce de type trop chelou, avec un costume de général nazi, quoi, casquette, tout ça. Il s'est mis à essayer de me piétiner la tête. Franchement, c'était super chaud. D'accord. C'était un peu après Noël 92, c'est ça ? Ouais, ça devait être par là, ouais. Et vous êtes sûr que c'était à la Sorbonne ? Parce que ça ressemble beaucoup au jeu vidéo Street Fighter. Merde. Ouais, non, mais... Ouais, non, mais bon, de toute façon, on n'a pas fait que ça, hein. Aussi, faut savoir, on a fait une pétition qui a trop bien marché. Et en plus, on a fait des badges qui sont trop bien vendus, après. Aussi étonnant que ça puisse paraître, ces initiatives n'auront que peu d'impact sur la percée du Front National, qui progresse très vite à partir de 1983, notamment grâce à son discours sur l'immigration. En 1995, Jean-Marie Le Pen obtient 15% des voix lors de l'élection présidentielle, et les municipales qui suivront verront son parti conquérir les villes de Toulon, Marignane, Orange et Vitrolles. Les expériences de gestion municipale qui en suivront auront cependant des résultats plutôt mitigés. Ah oui, les municipales. En même temps, on a fait campagne que sur des thèmes qui n'étaient pas du ressort des villes, alors évidemment, une fois en place, pour appliquer notre programme, c'était un peu coton. Mais bon, c'est pas grave, hein, dans ce cas-là, on fait des trucs classiques. On coupe la thune à la culture, on vire les pauvres du centre-ville pour qu'ils aillent dans les quartiers pourraves, on s'arrange avec les potes pour leur filer du pognon en dessous de la table, pour qu'ils soient prioritaires sur les marchés publics. Alors bon, évidemment, au bout d'un moment, la justice a commencé à s'intéresser à tout ça, et là, ça a un peu piqué. Mais bon, après... Voilà, c'est pas très grave. C'est quoi les villes où on était majoritaire ? Les villes du Sud, où c'est des villes à vioques. Alors on fait de politique pour les vioques, puis voilà. Alors on leur fout des bacs à fleurs, on organise un thé dansant, on fout des caméras dans le centre, histoire que Mémé, elle balise pas quand elle sort Kiki à 9h du soir. Bon, des trucs comme ça. On fait venir un groupe folklorique à la maison de retraite. Bon, on les cajole, on prend des nouvelles de leurs petits-enfants, de leur cancer du côlon. Enfin bref. Et puis, ça leur plaît, quoi. Puis l'avantage aussi, c'est que ça ne coûte pas un radis, c'est le contribuable qui paye. C'est également dans les années 80-90 que nous allons voir émerger de nouveaux cadres dirigeants, comme Bruno Gollnisch, Bruno Maigret, Jean-Pierre Stirbois ou encore Karl Lang. Ces nouveaux venus seront cependant rapidement une source d'inquiétude pour Jean-Marie Le Pen, qui voit d'un mauvais œil cette jeune génération qui pourrait à terme menacer sa mainmise sur le parti. Des tensions internes vont alors apparaître et Le Pen va entreprendre de virer méthodiquement ses gêneurs ou de les reléguer à des tâches subalternes afin de maintenir le Front National dans le giron familial. Ainsi, alors que Bruno Gollnisch sera condamné à rester éternellement le tâcheron de service, Karl Lang ou Bruno Maigret vont être violemment éjectés de la route qui les menait vers la direction du parti. Et Stirbois ? Ah non, Stirbois lui va être violemment éjecté de la route, tout court. En fait, c'est véritablement l'expulsion de Bruno Maigret en 98, devenu trop encombrant pour le clan Le Pen, qui va plonger le Front National dans sa plus grave crise depuis ses débuts, menaçant bien davantage le parti que les initiatives extérieures d'Harlem Débile ou de ses amis. Maigret, qui prenait avant l'heure une forme de dédiabolisation et une offensive culturelle, va entraîner dans une scission un grand nombre de cadres du Front, lequel s'en relèvera difficilement. En fait, Maigret, il voulait moderniser le parti, le sortir de son image un peu... voilà quoi... Non mais c'est vrai... Les blagues de gros Le Pen sur les fours crématoires. Bon, je dis pas, hein, c'est sympa en fin de soirée quand t'es bourré et que t'es en train de chanter Maréchal Nous Voilà en faisant un hélicoptère avec ta bite. Mais c'est vrai que sur le plateau de Ruquier, ça passe pas ce genre de truc. Bon, au fond, Maigret, c'est lui qui avait raison. D'ailleurs, l'ironie, c'est que Marine Le Pen, c'est exactement ce qu'elle a fait quelques années plus tard. Donc bon. Mais en même temps, il s'est cru où l'autre, avec ses dents qui rayaient le parquet dans une assemblée d'anarchistes défoncée au crack. Non, il a oublié juste un truc, le père Maigret. C'est qu'au Front National, il n'y a qu'un seul chef, c'est le vieux. D'ailleurs, comme ça, si on gagne, c'est plus facile pour se partager le pognon. Malgré tout, le Front National retrouve bien vite son élan et provoque un véritable séisme en 2002 lorsque son candidat à la présidentielle, Jean-Marie Le Pen, se qualifie pour le second tour, profitant d'un sentiment d'insécurité largement propagé par des médias qui n'hésitent pas à monter des faits divers en épingle, mais surtout de la déception née de la politique du gouvernement Jospin, converti au libéralisme et à l'application aveugle des directives européennes.
pour toute une génération, ce 21 avril 2002 sera un véritable choc. Ouais, les gens, dès qu'on a appris qu'ils avaient voté Le Pen, on a tout de suite fait une pétition pour que les gens ils arrêtent de voter Le Pen. Non mais, heureusement, c'est pas aujourd'hui que ça pourra arriver. Hein. Sérieux, un gouvernement socialiste qui déçoit, des médias qui montent des faits différents en épingle, non mais bon, franchement, ce serait n'importe quoi. Bref, la suite vous la connaissez. Chirac gagne l'élection à 82%, Sarkozy devient ministre de l'Intérieur, il mène une politique répressive, stigmatise les immigrés, il devient président de la République en piquant la moitié des voix au vieux Le Pen, celui-ci laisse les rênes du parti à sa fille Marine qui entreprend d'en modifier l'image, Sarkozy est battu, le Front National regagne les voix qu'il a perdues et tente de se poser comme une alternative au système et à la crise du libéralisme. Et ça y est, on est plus ou moins revenu à ce qu'on disait au début de l'émission, on va pouvoir passer à la suite. Cependant, une question reste en suspens, le Front National est-il, à proprement parler, un parti fasciste ? Bah franchement c'est compliqué. Et pas parce qu'on a peur que Marine Le Pen nous fasse un procès, hein, c'est pas ça, non. C'est juste que c'est un parti qui s'inspire du fascisme, qui en a certains aspects, mais de là à dire que c'est un parti fasciste, franchement je saurais pas dire. Et on s'en fout d'ailleurs. On n'est pas là pour faire des analogies forcément toujours réductrices entre l'époque actuelle et les années 30, ou pour se toucher la nouille sur l'histoire des idéologies. Ce qui compte aujourd'hui, c'est que le Front National est un parti aux ordres des puissants, totalement intégré au système, qui défend les rentiers et les profiteurs, crache sur la France, méprise les salariés, n'hésite pas à truquer les chiffres et à mentir sciemment aux Français, et dont les magouilles internes feraient passer Silvio Berlusconi pour un saint homme et Jérôme Cahuzac pour un gentil petit bisounours tout mignon. Un parti dont le programme est une pure et simple escroquerie et dont l'application serait une catastrophe pour l'ensemble des Français, que ce soit sur les questions d'économie, d'éducation, de fiscalité, d'immigration, de politique sociale, de santé publique, de famille, de défense, de sécurité et même sur la pêche. Et ouais. Et c'est pour ça que dès le prochain épisode, on rentrera dans le vif du sujet et on parlera de tout ça en long, en large et en travers. D'ici là, n'hésitez pas à partager cette vidéo au maximum, on se retrouve très vite et n'oubliez pas, si vous ne vous occupez pas de politique, c'est la politique qui s'occupera de vous. Ouais, t'en penses quoi ? Franchement, c'est n'importe quoi, attends, combattre l'extrême droite politiquement, pourquoi pas utiliser des arguments contre eux, quoi, tant qu'on y est, quoi. Non mais on n'a jamais fait ça, je vois pas pourquoi ça marcherait. Bah non, c'est clair. Sinon, t'es sur quoi, toi, en ce moment ? Bah là, on prépare un truc énorme, en fait, on va faire une pétition en ligne, et si tu la signes, tu reçois un badge. Ah ouais ? Ouais, c'est bien ça, c'est original en plus. Ouais non, y'a pas à dire, la lutte contre l'extrême droite, faut laisser ça aux pros.